Et le cours, c'est la conduite à tenir devant une neutropénie fébrile. Donc, le plan de cours consiste à une introduction, la physiopathologie, la démarche diagnostique et le traitement. Donc, on commence par l'introduction, on définit la chose. C'est quoi la neutropénie fébrile? Tout d'abord, c'est quoi la neutropénie? La neutropénie est définie par le nombre de PNN est inférieur à 1500 et le risque infectieux augmente au-dessous de 500. Et il est majeur lorsque le taux de PNN est au-dessus de 100. La fièvre, par la nouvelle définition selon le pilier 2020, la fièvre est lorsque la température est supérieure ou égale à 38,3 une seule fois ou bien supérieure ou égale à 38 à deux reprises à au moins une heure d'intervalle. Donc la neutropénie fébrile, c'est une urgence qui nécessite un traitement antibiotique probabiliste. Donc l'origine de la neutropénie soit congénitale, soit acquise lors d'un envahissement médulaire, soit iatrogène par la chimiothérapie essentiellement. La contamination, généralement d'origine digestive pour une septicémie abygienne, par un phénomène de translocation bactérienne et rarement cutanée par l'intermédiaire d'un cathéter. Le risque dépend de terrain, c'est-à-dire un tumeur solide dépend de terrain. Par exemple, dans le cas de tumeur solide, est moins grave par rapport aux autres pathologies. Et dépend aussi la profondeur et la durée de la neutropénie. Donc le risque est plus augmenté, c'est le profondeur, c'est-à-dire le taux de PNN inférieur à 100 et la durée aussi supérieure à 7 jours. Là, le risque il est plus important. On termine l'introduction par une petite stratégie de la prise en charge qui consiste premièrement par évaluer le risque de complications. L'évaluation se fait par un score de MSKK qui, lorsque le risque est faible, on peut traiter le malade en ambulatoire et lorsque le risque est majeur, on hospitalise le malade. Deuxième point, on doit instaurer un antibiotique probabiliste, surtout chez le patient à haut risque, qui consiste généralement en monothérapie en IV par bêta-lactamine à large spectre. N'oubliez pas de la réévaluation systématique de l'antibiothérapie initiale à J2 ou bien J3 de traitement. La durée de traitement, c'est une notion très importante que la durée de traitement et elle sera plus brève possible pour limiter l'émergence de résistance bactérienne. Parfois, on a l'habitude de penser que c'est une neutropénie fébrile, on doit élargir le traitement, on doit élargir l'antibiotique, mais non, le traitement doit être d'une durée très brève et on va voir par la suite, lorsqu'on obtient l'apérixie et lorsqu'on a un taux de PN supérieur à 500, on arrête l'antibiothérapie. Donc, on passe à la physiopathologie. La physiopathologie, on va parler de l'origine de la neutropénie, qui peut être un congénital dans des rares cas chez les enfants, consiste à syndrome de Fanconi ou bien le syndrome de Wiskott. Ou bien, le cas le plus fréquent, la neutropénie acquise, qui est liée à l'envahissement médulaire d'origine soit néoplasique, soit infectieuse, soit immunologique, soit toxique. Dans le cas de néoplasie, ou bien la myélodysplasie est rarement d'origine infectieuse dans le cas de tuberculose ou bien leishmaniose et immunologique dans le cas de aplasie médulaire idiopathique ou bien le syndrome d'activation macrophagique et dernièrement toxique ou bien idiopathique. Deuxième cause de la neutropénie, c'est la neutropénie iatrogène. On distingue deux cas. Le premier cas, c'est l'agranulocytose médicamenteuse et on a aussi les neutropénies après une chimiothérapie.
Puis on passe au risque infectieux. Donc les complications infectieuses dépendent de la profondeur de la neutropénie, c'est-à-dire le taux de PNN inférieur à 100, dépend aussi à la durée de la neutropénie supérieure à 7 jours, et aussi le terrain, l'hémopathie et les tumeurs solides. Et une éventuelle retard thérapeutique va influencer sur le risque infectieux. Donc, on va parler aussi sur l'appréciation de la gravité de la neutropénie. On a trois facteurs. Premièrement, la durée et la profondeur. Donc, la durée et la profondeur de la neutropénie vont influencer sur la résistance qui, lorsqu'il y a une neutropénie profonde, il y a un risque important de résistance bactérienne qui est lié à la fois à la présence, à la pression d'antibiotiques qui reçoit le malade, et d'autre part à la colonisation du patient par les germes nosocomiaux. Et même, on a même aussi le risque d'infection fongique. Donc la durée et la profondeur de la neutropénie va donner des résistances et va donner des infections fongiques, candidose ou bien aspergillose. Le deuxième facteur, c'est le terrain, surtout l'existence de comorbidités, l'insuffisance rénale, cardiaque et respiratoire. L'âge, la mortalité augmente lorsque l'âge est 60 ou 65 ans, lié à l'immunosénescence. Et dernièrement, l'évolution de la pathologie cancéreuse consistait à l'état de choc, la détresse respiratoire ou neurologique. On passe directement à la démarche de diagnostic. Donc, démarche de diagnostic, il faut annoncer dès le début que le diagnostic est difficile et nécessite, que ce soit dans l'interrogatoire ou l'examen clinique, nécessite la répétition et nécessite un examen clinique minutieux. Donc l'interrogatoire, on a quelques points importants dans chaque chapitre. Pour l'interrogatoire, le point important que préciser si le patient est transféré à d'autres unités où l'écologie bactérienne où on doit connaître l'écologie bactérienne et mycologique de services précédents. On va aussi interroger le malade sur le type de la pathologie, de la néoplasie, les médicaments qu'il prend, les immunosuppresseurs, rechercher d'autres terrains, etc. On passe aux cliniques. La clinique, on doit dire qu'il faut un examen clinique minutieux et répété. Il faut annoncer aussi que les signes inflammatoires est très peu expressive. Il n'y a pas ni pu, napsie, il n'y a rien, parce qu'il n'y a pas de PNN, il n'y a pas de réaction. Donc, on va faire un examen clinique complet, l'examen de la peau à la recherche d'un purpura. Aussi, surtout s'il y a un cathéter, la peau en regard du cathéter, est-ce qu'il y a un signe d'inflammation, malgré on a annoncé que rarement on va trouver ces signes. L'examen de la cavité buccale, les mucites, les cellulites, les gingivites. L'examen digestif, rechercher la diarrhée, faire du coproculture. Peut-être on va trouver un colite à Clostridium. Et surtout l'examen anorectal, recherche s'il y a des fissures. Ici, les germes les plus incriminés sont Pseudomonas, Streptocoque et les anaérobies. L'examen pleuropulmonaire, rechercher la toux, la dyspnée, les pneumopathies, etc. Donc, l'examen paraclinique consiste à l'isolement de germes. L'examen clé, c'est l'hémoculture qui doit faire systématiquement. On a d'autres examens en fonction des signes d'appel, la radiothorax. Il faut élargir le maximum des examens paracliniques. N'oubliez pas la FNAS pour suivre la neutropénie. C'est ça, on dit dans ce chapitre de paraclinique, on doit dire que dans les deux tiers cas, ni la clinique, ni les prélèvements sont contributifs. Donc, il y a vraiment une difficulté de poser le diagnostic chez un neutropénique. Donc, c'est ça. Bon. On a quelques germes, les agents causaux.
les agents pathogènes, donc en fonction de terrain, en fonction de neutropénie, en fonction de site d'infection. Bon, pour les bactéries, on a E. coli, Klebsiella, les entérobactères qui ont le site surtout digestif et urinaire, Pseudomonas aeruginosa rare mais grave, Streptocoque aureus dans le site buccal et digestif, Staphylococcus aureus subcutané et surcathéter, BGN aussi surcathéter. Pour les levures, le Candida buccal ou bien candida systémique et hépatosplénique, l'aspergillose au niveau du poumon, du sinus, et les virus l'herpès dans les mucites et dans les ulcérations anales et génitales. Donc on passe au traitement. Pour le traitement d'une neutropénie fébrile. Donc avant de commencer le traitement, il y a une logarithme. Donc, si on a une neutropénie fébrile, on connaît la définition, PNN inférieur à 500 avec une température supérieure à 38,3 bien 38 deux fois, avec deux prises. On recherche premièrement les signes de gravité, le sepsis ou bien le choc septique. S'il n'y a pas de signe de gravité, on passe au score de AMOSEC pour savoir s'il y a un risque faible ou bien on a un risque élevé. Au risque, si le score de le MASKK supérieur à 22, c'est un risque faible. Donc, le risque consistait à 7 paramètres. L'âge inférieur à 60, on donne 2 points. Pas de BBC, on donne 4 points. Tumeur solide ou hémopathie sans antécédent d'infection fongique, on donne 4 points. On recherche retentissement de neutropénie fébrile. Si on a des signes modestes, on donne 5 points. Si on a des symptômes modérés, on donne 3 points. Si le patient est traité en ambulatoire lors du début, c'est-à-dire il est en ambulatoire lors du début de fièvre, 3 points. Pas de déshydratation qui nécessite une perfusion, 3 points. Pas d'hypotension avec pression artérielle systolique supérieure à 90, c'est 5 points. Dans ce cas, si on a 21 points, c'est un risque faible. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On va traiter le malade en ambulatoire. Qu'est-ce qu'on doit donner? On va donner l'amoxicilline, l'acide clavulanique plus le Cipro. Si on a allergie, on va donner la clindamycine plus le Cipro. Et il faut mettre le malade sous surveillance plus de 4 heures avant qu'il retourne au domicile. Dans ce chapitre, on a aussi des critères de la prise en charge en ambulatoire. Donc, les critères sont l'absence de signe de gravité, toujours le score de MASKK supérieur à 21, la durée de neutropénie inférieure de 7 jours, un cancer solide, absence de comorbidité sévère telle que l'insuffisance rénale ou hépatique, absence d'infection documentée, le patient est entouré 24 heures sur 24 heures, réévaluation médicale accessible et une distance du domicile et à l'hôpital inférieure à 1 heure. Bonne compréhension et une adhérence, stabilité durant les 4 heures de surveillance avant de renvoi au domicile. Donc c'est ça. Maintenant, le deuxième cas, si on a le score de MASK inférieur à 21, donc on a un haut risque. Dans ce cas, il faut hospitaliser le malade, mettre le malade sous antibiothérapie en IV de large spectre, consisté à la pipiracilline tazobactam ou bien c'est une monothérapie. Donc la pipicirraline tazobactam ou bien la cifipime ou bien le carbapinam. Donc, pour la vanco, on peut ajouter la vanco seulement si on a une infection de la peau, ou bien infection du cathéter, ou bien du musite. D'accord?
Maintenant, si on a des signes de gravité sepsis ou bien le choc septique, on va hospitaliser le malade en soins intensifs. Et la prise en charge sera une antibiothérapie toujours et via la spectre. C'est la même presque de haut risque. C'est la pipiracilline plus et la tazo ou bien cifipine, ou bien les carbapinèmes. Si on a un BLSE, l'aminoside à discuter, on ajoute l'amicacine dans le cas de BLSE. La vanco, seulement si on a infection de la peau, infection de cathéter, antécédent de Saram ou bien musite. D'accord? Maintenant, c'est la prise en charge. D'accord? Maintenant, la poursuite de traitement. On a premièrement la réévaluation. La réévaluation systématique en G2 et G3. Donc, tenons en compte le résultat des prélèvements microbiologiques et tenons en compte l'aggravation du clinique qui parfois justifie une modification thérapeutique ou bien transfert carrément en réanimation. Donc, pour la modification du traitement, donc, la gestion des antibiotiques selon l'évolution du malade. Donc, si on a une apyrexie à J3, G5, si on a un document ou bien non. Si on n'a pas de documentation, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit poursuivre les bêta-lactamines jusqu'à le PNL augmente à 500. Puis, donc, on a une apyrexie. D'accord. Si j'ai pas une documentation, c'est ça la conduite. On poursuit la bêta-lactamine jusqu'à le PNL supérieur à 500. Puis, si on a le PNL supérieur à 500, j'arrête l'antibiothérapie après 62 heures d'apyrexie. Puis, après que j'arrête l'antibiothérapie, je garde le malade 48 heures de surveillance. D'accord? C'est tout. Puis, dans le cadre, si on a une apyrexie et on a aussi une documentation. Dans ce cas, il faut réduire le spectre adapté à l'antibiothérapie et aussi poursuite de l'antibiotique jusqu'à le PNN supérieur à 500. Et pour la durée ici, c'est recommandé selon l'infection documentée. Ok. Maintenant, dans le cas de persistance de la fièvre à J3 ou J5. Ici, on voit l'état de malade. Si on a une détérioration de l'état de malade et on foyer infection documentée, donc si on n'a pas ni détérioration ni foyer infectieux, on poursuit l'antibiothérapie probabiliste sans modification. D'accord? Mais si on a une détérioration de l'état ou bien un document, ou bien si c'est le cas de réapparition de fièvre, dans ce cas, il faut modifier le traitement, modifier les bêta-lactamines en élargissant le spectre. Soit on ajoute l'amicacine, soit on ajoute la vancomycine, surtout dans le cas, comme j'ai déjà dit, une infection bactérienne ou infection de la peau bien cathéter ou la bien hémoculture positive à coccigram positive ou l'antécédent de SARM ou bien du musite. C'est ça les indications de la vancomycine. Donc, c'est ça. Dans le cas on a modifié le traitement, etc. Ou bien on a poursuivi le traitement et la fièvre toujours présente jusqu'à le 7e jour. Dans ce cas, il faut rechercher une infection fongique invasive ou bien rechercher un autre foyer. Et dans ce cadre, c'est l'indication de donner un traitement antifongique probabiliste. Et donc pour la durée de traitement, j'ai déjà dit, il y a une apyrexie, il n'y a pas de documentation, on attend le PNA supérieur à 500 et j'arrête le traitement et je garde le malade 62 heures
48 heures de surveillance. Si on a un document, on va respecter l'infection documentée. C'est ça. Je passe aux préventions. Donc la prévention, c'est la prévention standard, essentiellement l'hygiène des mains, l'intérêt de mesures d'isolement, chambre à flux lumière, une alimentation stérile pour les indications de leucémie aiguë. Deuxièmement, l'antibioprophylaxie par fluoroquinolone orale, lévofloxacine pour les patients à haut risque en hématologie en prenant en compte le risque de résistance bactérienne. Aussi, le traitement antifongique prophylactique par le posaconazole est recommandé chez les patients recevant une chimiothérapie d'induction ou bien de consolidation pour leucémie aiguë ou bien syndrome myélodysplasie. Prophylaxie aussi pour les infections d'herpès simplex par la valacyclovir est recommandée chez les patients bénéficiant d'un allogreffe de cellules souches hématopoïétiques ou d'une induction de leucémie aiguë. Et dernièrement, les facteurs de croissance hématopoïétique sont recommandés pour la prophylaxie quand le risque de neutropénie post-chimiothérapie supérieur à 20%. N'oubliez pas d'informer à donner aux patients les détails de signes d'alerte tels que fièvre, les frissons, douleurs au niveau du cathéter ou bien de chambre d'implantation. N'oubliez pas aussi d'expliquer la nécessité de prise de température et la définition de la température, de la fièvre. Et aussi d'appeler le service référent pour débuter une antibiothérapie orale prescrite en cas de fièvre et de consulter en urgence si la fièvre est persistante. Et merci.